On cherche, et je pense qu'on pourrait le dire comme ça, globalement, à adopter un mode de vie plus sain, plus près de l'humain et plus près de la nature. En somme, les temps changent. Les temps changent et on change justement et on tente d'en revenir à cet essentiel que l'on a perdu, qu'avaient les Lumières. Moi, je suis très épanchée sur tout ça. Alors si on devait finalement résumer, je ne sais pas combien de temps il me reste, je regarde avec discipline, si on devait un petit peu résumer ce parcours sur le changement du temps, on pourrait dire que ce bocal, il est désenchanté. Ça me semble être un adjectif absolument parlant. Alors, désenchanté, la formule, elle n'est pas moi, j'aurais aimé la trouver. Le désenchantement du monde, c'est une formule de Weber, qu'il a mise au monde en 1917, si je ne me trompe pas. Et pourquoi il disait ça? Il disait déjà que le bocal était désenchanté, alors il l'est encore plus aujourd'hui, parce qu'il observait déjà, au début du siècle, il observait déjà une perte de sens des grands récits légitimateurs, et un déclin des valeurs qui était lié au processus de rationalisation économique qui tendait à imposer finalement son fonctionnement et ses exigences aux hommes. En somme, et si on joue sur les mots, mais je crois beaucoup au fait que les mots disent beaucoup de choses, la plupart d'ailleurs des mots MAUX relationnels sont souvent liés aux mots MOTS qu'on utilise, mais je crois que très souvent, et à partir de là, la croissance a été liée avec croix sur le sens. Et ça vient poser une vraie problématique de ce bocal désenchanté, où s'est engagée une perte de repères. À ce titre d'ailleurs, je vous invite à regarder Capitalisme et schizophrénie, qui est un ouvrage de Deleuze et Guattari, où on voit bien qu'effectivement le capitalisme rompt avec un principe d'autorité pour se construire autour d'un principe rhizomique. Tout se croise. Et quand tout se croise, le risque, c'est qu'on ne sache plus vraiment sur quel pied danser. Il faut donc retrouver un repère. Et donc, dans cet environnement, certains, notamment Gilles Lipovetsky, a qualifié cette ère d'ère du vide. Et je trouvais ça assez intéressant de se dire que les temps changent, qu'on parlait d'ère du vide, de vide collectif, avant d'arriver au Covid. Avant d'arriver au Covid, qui vient rajouter de l'incertitude à un contexte déjà quand même porté par l'incertitude. Un contexte fort, et donc qui va ajouter du désarroi évidemment social et une angoisse face à l'incertitude que nous traversons tous. Avec cette fameuse question qu'on pourrait tous se poser, qu'en sera-t-il du monde d'après? Si je vous posais la question et que je vous invitais à trouver une réponse, je ne sais pas quelle serait la vôtre, peut-être sera-t-il à la décroissance? Peut-être sera-t-il à l'hypercroissance? Peut-être sera-t-il à la croisée des chemins entre justement croissance et sens? Quel sens donner à l'indécence du lot d'incertitudes qui nous frappe en masse? Comment, enfin, et c'est presque une question qui pourrait friser l'indécence tant certaines personnes et certaines professions sont aujourd'hui encore mises à mal, comment, dans ce contexte mouvant, eh bien, finalement garder la main et ne pas perdre pied? Autant de questions passionnantes. Laurence Boone, qui est chef économiste donc à l'OCDE, disait pour remédier peut-être à cela, il faut donner de la confiance, ce qui n'est pas une mince affaire, donner plus de certitude et surtout donner de la direction. Quand on cherche à donner du sens, les mots sont parlants. Évidemment, c'est un contexte qui est complexe. Il y a le Covid, mais à côté du Covid, il y a déjà un ébranlement professionnel. Si on regarde les chiffres donnés par l'OCDE, il y a des chiffres très intéressants qui précisent que, par exemple, 32% des emplois seront transformés du fait du progrès technologique sous peu. Notamment que 14% des métiers seront sous peu aussi automatisés. La plupart des métiers qui existeront à l'avenir n'existent pas encore. Et surtout, la plupart des compétences qui seront à développer à l'avenir n'existent pas encore. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans cet environnement où tout ce qui est de l'ordre de la technique est amené à passer ou à être dépassé, auront le vent en poupe des valeurs ou des compétences transversales. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les soft skills, comme on dit, ont le vent en poupe. C'est tout ce qui vous permet de solliciter votre esprit critique, de travailler votre capacité à converser, discuter, votre curiosité, etc. Et travailler tout ça sera évidemment important, car si une chose est sûre, absolument sûre, dans ce contexte d'incertitude, c'est que face aux innombrables problématiques dont nous allons devoir nous saisir à titre professionnel, et bien face à ce contexte, en l'absence de réponse immédiate, évidemment, en l'absence de bonnes réponses, on va devoir se poser les bonnes questions. Et alors là, ça réjouit la philosophe que je suis.
Cultiver son questionnement, cultiver la passion de la question plutôt que la pression de la réponse. Professionnellement, il serait bon d'en prendre de la graine. Alors, évidemment, il ne faut pas s'y tromper quand on parle aujourd'hui du monde d'après. Moi, je trouve que la phrase comme ça, elle ne dit pas grand-chose. En tout cas, elle ne nous invite pas à en faire grand-chose. Le monde d'après, c'est finalement l'arbre qui cache la forêt de tout ce qu'il y a à faire après, d'après nous. C'est-à-dire, clairement, la phrase, il faut la vivre comme ça, c'est le monde d'après, virgule, d'après vous, point d'interrogation. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est donc l'arbre qui cache la forêt de toutes ces initiatives qu'on va devoir faire, comment on va pouvoir rebondir et comment on va pouvoir construire. Ça m'invite donc à cette grande question qui est comment on s'oriente quand on est un peu perdu ou paumé dans un contexte éminemment mouvant, sans certitude. Comment on garde la main pour ne pas perdre pied dans un contexte qui n'est pas très limpide ni clair. Alors j'en veux juste pour exemple une image que j'aime beaucoup, qui est celle du voyageur égaré de Descartes. Qui plus est, pour garder la main, il vaut mieux avoir Descartes en main. Donc c'est plutôt pas mal d'en revenir à Descartes. Descartes, il nous dit quoi ? Il prend une image assez intéressante, qui est celle d'un voyageur égaré au milieu d'une forêt. Ça marche dans la vie perso, ça marche dans tout. Prenez l'image. Vous êtes dans une situation où vous êtes un peu paumé. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, à l'image de ce voyageur égaré, soit vous restez là les bras ballants, vous resterez donc ad vitam aeternam au milieu de cette forêt, soit vous vous agitez en tous sens, vous allez d'un côté là, d'un côté là, d'un côté là, vous resterez dans cette forêt et n'en sortirez pas. Bon, vous aurez été un petit peu plus loin. Soit vous êtes ce qu'il appelle être ferme, résolu, vous choisissez une voie inconfortable, qui n'est pas la meilleure, mais qui se base sur le probable, à défaut d'avoir du certain. En somme, vous envoyez du bois pour vous donner les moyens, peut-être un jour, de sortir de la lisière du bois. Vous avancez, vous cheminez. Telle est l'image qu'il donne, et si c'est une vérité qui est très certaine, et c'est la phrase qu'il dit, c'est que voilà une vérité très certaine, que lorsqu'il n'est pas en notre pouvoir de discerner les vraies opinions, nous devons suivre les plus probables, en agissant donc plutôt que pas. Mais, et je vais vers la fin de l'intervention, agir, évidemment, mais, c'était prêt, ça commençait comme ça, vous savez, on dit prêt, partez, moi je cours pas mal, prêt, partez, il faut d'abord être prêt avant d'y aller. Alors oui, mais rien ne sert de courir, il faut partir à point. Une phrase que j'adore, qu'on sert souvent comme ça, joyeusement, sans vraiment savoir ce qu'elle veut dire. Parce que alors moi j'adore, rien ne sert de courir, il faut partir à point, ok, mais c'est quoi point ? Si ce n'est une invitation à faire le point. À faire le point pour savoir ce que c'est que de partir à point à l'échelle de notre société, à l'échelle de notre situation. Alors, se hâter avec lenteur, c'est personnellement une philosophie que j'utilise. Hâtons-nous avec lenteur, donc on avance évidemment, en commençant par quelques points que je voulais quand même vous donner, quelques clés qui ne sont que des pistes lancées. Tout d'abord, alors je sais qu'on doit courir et agir, mais il est un préalable absolument fondamental, penser. Qui plus est, quand on cherche à penser P-A-N-S-E-R, vaut mieux penser P-E-N-S-E-R et ne pas s'en dispenser. Penser, c'est fondamental, déjà parce qu'on a quand même la chance d'être les seuls à penser ou avoir cette capacité. Et penser, c'est le préalable pour pouvoir se conduire et s'orienter. Vous savez, Descartes disait « je pense donc je suis ». C'est la seule certitude. Et bien du coup, si je pense donc je suis, moi je vous invite à me dire « je suis ce que je pense ». J'avance. J'avance, je chemine à partir de quelque chose que j'aurais au moins réfléchi. Évidemment, mis en relief. En somme, lorsque l'on est paumé, se fier à sa pomme. C'est pas mal, en revenir à cette idée. Et enfin, pour donner une dernière image que j'aime beaucoup, celle de Pascal, qui parle d'un roseau pensant. Vous savez, l'homme est un roseau pensant, c'est-à-dire qu'il est faible, le plus faible, mais il a une force incroyable, qui est de pouvoir transformer ses faiblesses, de pouvoir y réfléchir. C'est la raison pour laquelle, autour de nous, on a parfois des gens, on parle de résilience, on voit combien la faiblesse, à l'échelle d'une vie personnelle ou à l'échelle d'une entreprise, peut se transformer en force, à condition de réfléchir, etc., etc. Penser, évidemment, et agir. Si on fait que penser, il ne va rien se passer, et si on fait que agir, on risque de dépenser son temps pour pas grand-chose. J'en tiens pour preuve et motivation globale une phrase de Bergson absolument magnifique, que je vous invite non pas à noter dans un carnet, mais à incarner dans vos vies. Agir en homme de pensée, penser en homme d'action. Donc on agit évidemment, on formule d'abord un pari. J'ai pris « rien ne sert de courir, il faut partir à point », qu'il en fallait de l'audace à la tortue pour y aller, dans un pari quasiment perdu d'avance. Formuler un pari,
y croire et s'y tenir, seule façon d'y croire, ou d'y croître, justement. Formuler un pari et élaborer une stratégie. S'y engager et s'y tenir, individuellement et collectivement. Car évidemment, tout ce que je viens de vous dire, à l'échelle d'une entreprise, ne peut se faire si ça n'est pas porté par un collectif. On le sait trop souvent, combien il est épuisant d'avoir le sentiment de porter seul un projet et de ne pas être accompagné pour ce faire. Du coup, évidemment, passer du roseau pensant au réseau pensant, ça n'est pas chose évidente. C'est évidemment chose à construire pour faire en sorte que la faiblesse rencontrée devienne une force partagée.